Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 13 novembre, jeudi 13 novembre, date évidemment qui résonne chez chacun d'entre nous. Ce 13 novembre d'il y a 10 ans, avec ces attentats qui ont bouleversé la France et qui continuent de nous bouleverser, d'interroger sur ce qui s'est passé et puis sur la menace terroriste qui est toujours présente. On va en parler avec vous dans un instant avec Jules Laurence. Bonjour, rédacteur en chef de Frontières. Bonjour Valérie. Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et je rappelle votre dernier livre, Réussir c'est possible, qui est paru chez Fayard. Des interviews. Vite, hein. Pourquoi? Parce que je sais pas si ça va durer longtemps. Ah oui, de réussir. Ben oui, mais des grands patrons qui racontent comment ils ont réussi. Aujourd'hui, il va tous les records. C'est vrai. Oui, ça va susciter la haine, comme d'habitude, parce que la réussite suscite la haine. Oui, mais ça suscite aussi un certain nombre de retombées économiques. Merci de le dire, Valérie. On va parler évidemment des 10 ans du 13 novembre. Où étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? On va en parler avec vous. On va surtout parler donc de ce drame absolu et puis de cette menace terroriste toujours présente. On va parler évidemment de la grâce de Boualem Sansal. Est-ce que c'est une victoire? Alors, parce qu'en France, c'est bien la France, on ne peut pas se réjouir sans qu'il y ait une polémique. Et il y a effectivement polémique, à savoir, est-ce que c'est grâce à l'Allemagne que Boualem Sansal a été libéré? Est-ce que c'est un camouflet pour la France? On vous attend évidemment, 0826 300 300. Et puisqu'on va parler du 13 novembre, on peut parler de l'un des principaux instigateurs, Salah Abdeslam, qui est en prison et qui propose de façon, je donne mon avis, totalement indécente, une démarche de justice restauratrice, c'est-à-dire de rencontrer les victimes, les familles de victimes, avec une certaine hypocrisie, ça a déjà été souligné. Et Emmanuel Macron qui veut réguler les réseaux sociaux et qui n'exclut pas de quitter X. Voilà. Après, on s'en fiche, non? Oui, mais puis non, mais ça dit quelque chose de la psychologie du en même temps. Enfin, en même temps, il communique, en même temps, il fait des photos, en même temps. Enfin bon, on va y revenir. Oui, mais en plus, se prendre suffisamment, penser que c'est suffisamment important le fait qu'il quitte Twitter, me paraît stupéfiant. Oui, c'est le président de la République, donc tout ce qu'il fait rencontre un écho. On peut commencer. Enfin non, on va pas commencer par ça parce que quand même le 13. Aussi, on en fait 2 minutes puis c'est fini. Le 13 novembre reste quand même le sujet majeur de cette journée, avec des hommages qui vont être rendus, avec l'inauguration d'un jardin de la mémoire derrière la mairie de Paris, avec une cérémonie ce soir. Peut-être Mathieu, vous aviez Alors moi, envie de. J'avais lorsque vous nous demandez si on a des coups de cœur ou des coups de gueule, moi c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule pour une journée un peu particulière. J'ai demandé si je pouvais parler du sujet. Alors j'ai écrit un texte que je vais essayer de pas lire parce que c'est vrai que c'est pas forcément très agréable pour les auditeurs. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsque c'est quand même on touche un sujet qui est, je vais enfoncer une porte ouverte, mais extrêmement sensible, avec beaucoup d'émotions et un vrai drame. Et donc du coup je voulais essayer je me dis que dans de telles situations il vaut mieux choisir chaque mot, peser minutieusement chaque terme afin de ne pas rajouter du bruit à la cacophonie. Oui, je voulais juste rendre hommage à nos morts et j'utilise le terme de nos à dessein parce que je pense que ces 130 personnes qui ont perdu la vie au Stade de France, au Bataclan, sur les terrasses, font partie désormais de l'histoire de la nation et je dirais même qu'ils font partie aussi même de l'histoire de l'humanité. Et puisqu'on est dans une période qui est la période du 11 novembre, une période de commémoration, une période de souvenir, je pense que, et j'utilise à dessein ce parallèle, les morts du 13 novembre rejoignent malheureusement cette terrible cohorte de morts, les morts de la Grande Guerre, les déportés, les résistants. Et je pense que le souvenir est quelque chose d'important. Et je veux pas m'apesantir de citations, mais il y a une citation que j'aime bien, qui est une citation du maréchal Foch, qui dit que un homme sans mémoire est un homme sans vie, tout comme un pays ou une nation sans mémoire est une nation sans avenir. Et il est important, je pense, de faire vivre cette mémoire. Alors quand on dit faire vivre cette mémoire, je mets aussi un bémol quand même, parce que je pense que les cérémonies, les gerbes de fleurs, les bougies, les peluches,
si belle soit-elle, si nécessaire soit-elle pour les personnes qui l'ont vécu, ne doivent pas être une fin en soi. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas non plus jeter un voile sur les causes qui ont provoqué ce drame. C'est pas une catastrophe naturelle. Non. C'est pas un éboulement. Il y a eu derrière cet acte horrible des hommes qui sont eux-mêmes animés par une idéologie mortifère qui s'appelle l'islamisme radical. Qui n'est pas mort, qui n'a pas disparu malheureusement en même temps que leur dépouille et qui est toujours présent. Et on l'a vu dans l'actualité, qui est toujours une menace très forte, très présente pour nos sociétés occidentales, y compris de la part, mais on en reparlera tout à l'heure je pense, y compris de la part de ceux qui ont participé, puisqu'on a bien vu, on en parlera tout à l'heure, que même Salah Abdeslam et sa compagne, l'histoire de la clé USB, tout le pataquès, représentent encore une menace. Donc je pense qu'il faut à la fois faire ce travail de mémoire, se souvenir de celles et ceux qui ont péri sous ces balles, et en même temps ne pas occulter l'horreur de ce qui et mettre des mots sur ce qui s'est passé et de continuer à être debout, que la République continue à être debout et à mener ce combat sans compromis, qui peuvent être parfois des compromissions, sans lâcheté. On l'a vu, il y a eu derrière d'autres victimes. Je pense à Samuel Paty, je pense à Dominique Bernard, qui ont été victimes à la fois de l'islamisme radical, mais aussi de la lâcheté de certaines institutions. Et donc, mon propos sera, pour résumer, le moment du souvenir, de la mémoire, mais aussi du combat. Alors, je réagis tout de suite à ça parce que vous avez dit quelque chose qui me semble très important. C'est la mémoire de l'histoire. Ouais. Autant je suis totalement insensible aux peluches, aux fleurs et même au jardin qu'on crée. C'est pas de ma faute, mais c'est vraiment quelque chose. Ça peut parler, ça peut faire du bien. Oui, non, mais peut-être. Si ça fait du bien à quelqu'un, on est très content. Mais en tout cas, je n'aime pas du tout ce type de fétichisme. Qui n'est pas du fétichisme, pardon, pour la mémoire de tous ceux qui ont disparu. Mais en revanche, quand on interroge le 11 novembre, les jeunes dans la rue, absolument, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas la libération de Paris. Oui, vous allez loin, la libération de Paris. Mais c'est pas possible. Il y a eu effectivement ce youtubeur qui est allé interroger des jeunes qui ne savaient absolument pas. Mais rien. Et on est en train d'oublier l'histoire. On a même une idéologie qui fait que on la traite plus de façon objective. Et moi, je ne comprends pas. Et alors là, c'est vraiment un souhait. Je trouve que tous les professeurs d'histoire, de français, tous les professeurs la veille d'une fête nationale devraient consacrer une demi-heure ou trois quarts d'heure à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ils le font. Kevin Bossuet, qui est professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, qui venait souvent ici, vous racontait que ce qui était appris en 6e était oublié en 4e. C'est-à-dire que ils font leur boulot. Ils font leur boulot, sauf que ça n'imprime pas forcément que tous les élèves. Chaque événement, la veille, en 6e, en 5e, en 4e, on leur dit tous les ans ce qui se passe. À la fin, ils vont imprimer quand même. Alors, on a Jovan en ligne avec nous qui voulait intervenir. Oui, bonjour Jovan. Bonjour à vous deux. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur le 13 novembre ? Le 13 novembre, pour moi, c'est un souvenir encore très vif parce qu'en théorie, je devais être dans un des restaurants qui s'est fait... qui a été attaqué. Qui a été attaqué, oui. Mais ce jour-là, ma femme, elle avait une fête pour son travail et on a été à l'opposé de là. Et c'est un souvenir, une émotion très intense et qu'on ne peut pas oublier. Il faut absolument qu'on s'en souvienne et qu'on fasse de la prévention sur plus que jamais que ça arrive, quoi. Ouais, on sent votre émotion, pardon, Jovan, parce que vous dites que finalement vous êtes un rescapé. Quelque part, ouais. Et vous qui n'y étiez pas, donc aujourd'hui vous vivez avec ce poids constant. De se dire qu'on a échappé à la mort sur une simple décision. Oui, de se dire on n'a pas choisi ce restaurant-là et on en a choisi un autre, bien sûr. C'était le restaurant où on mangeait tous les vendredis soirs avec madame. Ah ouais, c'est des vies qui ont été brisées, décimées, ravies parce que. J'ai une amie, la femme de Stéphane de Bourgie, que vous avez certainement entendu ce matin chez Patrick Rogesme, qui était, elle, attablée, maman de 2 enfants, et qui a été
rafalés par les Kalachnikov. Et c'est voilà, vous dites que vous allez un soir en terrasse ou aller assister à un concert, parce qu'on oublie effectivement qu'on parle beaucoup du Bataclan, mais il y avait aussi les terrasses, et ce sont 132 morts qui ont été victimes de ces terroristes, 132 morts, 2 qui se sont suicidés par la suite, parce que vivre, vous imaginez vous votre émotion, vous avez échappé effectivement à ça, mais on entend votre émotion. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Jovan. Merci pour ce témoignage. Jules Laurence, alors je vais vous donner la parole dans un petit instant justement, et puis je voudrais bien qu'on parle de l'éditorial de Riss dans Charlie Hebdo, parce qu'il est très très puissant sur ce 13 novembre et sur ces choses qu'on ne veut pas voir, et sur cet islamisme radical qui est en train, et on en parlait avec Gilles Platret également, qui est là, qui infiltre notre société, et on va en reparler avec vous dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlons du 13 novembre, il y a 10 ans, 132 personnes sont mortes suite à cette attaque terroriste, avec ces gens, ces djihadistes, ces islamistes radicalisés. Le témoignage très fort de Sonia qu'on peut lire un petit peu partout, celle qui a dénoncé, qui a permis de retrouver Abaoud entre autres, et qui aujourd'hui vit dans le dénuement le plus total, puisqu'elle est protégée. Jules Laurent, sur ce 13 novembre, est-ce que vous aviez envie d'en dire ce matin, 10 ans après ? Alors évidemment qu'il y a le temps qui est très important aujourd'hui de commémorer, de se rappeler ce qui s'est passé. On a tous été extrêmement foudroyés quand on regardait sur place. Moi je me souviens, je regardais le match de football, je me souviens encore des mots, c'était Christian Jean-Pierre qui commentait à l'époque et qui disait que le direct allait continuer parce qu'il y avait eu des événements sur Paris. J'étais avec mon père devant le canapé, sur le canapé, on était très choqués. Maintenant, il y a le devoir de commémorer, mais il y a le devoir aussi à un moment d'action. C'est-à-dire de savoir pourquoi on commémore et qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, l'islamisme, les problèmes de terrorisme ne s'arrêtent pas à partir du 13 novembre. C'est quelque chose de très actuel, quelque chose qui va continuer dans les années à venir. Et il faut à un moment qu'on ait une société qui prenne conscience de tout ça, parce que il y a une certaine forme d'indolence aujourd'hui, encore une fois, vis-à-vis de l'islamisme. Quand vous en parlez, vous pouvez vous mettre en danger, ou alors certains vous dites que vous êtes encore dans le fantasme. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et surtout, quand on parle de la question du terrorisme, eh bien oui, chaque année, on a des centaines de revenants de Syrie qui sortent de prison chaque année. Des gens qui sont allés faire le djihad, qui ont rejoint l'État islamique, eh bien ils ont pris 5 ans, 10 ans, ils étaient jugés en correctionnel, eh bien ils sont tous en train de sortir. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement actuel comme sujet. Quand on parle de menaces terroristes, il y a à la fois effectivement ces jeunes qui aujourd'hui se radicalisent en un mois, ont mangé de la propagande et d'un seul coup passent à l'action. Mais il y a maintenant la question de tous les sortants, tous ceux qui sont revenus de Syrie, qui ont été baignés dans l'idéologie la plus radicale, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Je rappelle qu'on a mis longtemps aussi à reconnaître que les femmes étaient tout aussi radicales, qu'elles n'étaient pas simplement, vous savez, sujettes à leur mari, et qu'elles avaient aussi délibérément voulu partir en Syrie. Et en fait, cette prise de conscience que aujourd'hui, on va avoir des personnes à surveiller, que les services de renseignement sont en sous-nombre pour surveiller tous ces sortants de prison. Oui, c'est un sujet qui est tout à fait actuel, et on doit avoir une sorte de sursaut collectif pour se dire que quelqu'un qui parle d'islamisme ne doit pas subir les menaces comme un professeur dans une école, comme un ministre et autres, ne doit pas subir les menaces de ce qu'il peut encourir, c'est-à-dire être taxé d'islamophobie et d'avoir tous les dangers autour, et surtout d'avoir une véritable action du ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui va devoir, en fait, vous savez, prendre des mesures, mais qui vont être, on le sait déjà, assez insuffisantes. Parce qu'en fait, mettre un contrôle judiciaire, une MICAS, des mesures de surveillance pour quelqu'un qui est radicalisé, si vous multipliez, il y a eu à peu près 1600 départs à peu près vers la Syrie, on est complètement sous-effectif pour gérer les terroristes. Oui, mais c'est effectivement des questions dont on n'a pas l'air trop de se préoccuper. Noémie, vous, sur le 13 novembre ? Non, mais c'est vrai que c'est terrible, parce qu'on peut faire presque un double constat d'échec. Un constat d'échec parce que ce soir-là, il y a eu des morts, mais un constat d'échec aujourd'hui de voir que finalement, ça n'a pas réveillé les consciences. L'islamisme continue de progresser dans notre pays, il a continué de faire des morts, il continue d'exister, de se développer dans les idées comme sur le territoire. Les prêches religieux continuent, on en a des exemples tous les jours. Et c'est vrai que de se dire que ça n'a pas permis véritablement une prise de conscience, un changement, il n'y a pas eu, après ce moment-là, il aurait dû avoir une sorte
de grandes rétrospectives et de grandes décisions qui allaient être prises. C'est finalement ce qui a abouti à ça, c'est le fameux « vous n'aurez pas ma haine », mais le « vous n'aurez pas ma haine » ne permet pas ensuite de se défendre de cette idéologie qui continue de progresser et qui, ce n'est peut-être pas suffisamment rappelé, et qui est aussi instrumentalisée par des puissances étrangères. Il faut bien comprendre qu'il y a des États qui ont tout intérêt à ce que l'islamisme progresse sur notre territoire. Vous avez la Turquie qui, vous le savez, forme les responsables religieux, les imams radicaux. Vous avez le Qatar qui finance, qui inonde d'argent toutes les organisations qui sont liées aux frères musulmans. Vous avez d'ailleurs leurs médias en France, Agi+, qui continue de développer l'idéologie. Vous avez tout un tas de pays qui participent aussi au développement de cet islamisme sur notre territoire. Et ça, écoutez, on a l'impression qu'on ne se défend pas suffisamment, on n'a pas développé nos propres anticorps et on fait preuve d'une forme de passivité et de faiblesse. On peut dire ça, mais comment on fait? Parce que du courage, tous d'accord. La première mesure, elle est simple. Déjà, maîtriser les flux migratoires, ce serait déjà un bon début. C'est déjà, on commence à fermer les frontières et on arrête d'accueillir aussi des populations qui, par définition, ont d'autres mœurs, un bagage culturel différent, une relation personne à la religion aux femmes, tout ça en même temps. Il n'y a pas que ça. La plupart des terroristes étaient nés en France. Oui, bien sûr, mais parce qu'il y a un problème d'intégration déjà de ceux qui sont de deuxième, troisième génération. Non, c'est pas un autre sujet, c'est lié. C'est-à-dire que d'abord vous fermez les frontières et ensuite vous vous occupez de ceux qui sont sur notre territoire. C'est facile à dire. Non, vous savez qu'on peut pas dire c'est trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut pas. Enfin, c'est très difficile de dire que c'est trop tard. L'éditorial de Riz, donc dans Charlie Hebdo, rappelle les attentats de la station RER avec Khaled Kelkal et Boualem Ben Saïd. Il a été condamné à la perpétuité. Un tribunal a jugé qu'il pourrait être libérable à condition qu'il reparte vers l'Algérie. Et il avait dit en 95. Au policier qui l'interrogeait, ok, moi j'ai perdu, mais d'autres viendront. 95, car ici c'est chez nous, vos femmes porteront le hijab et on montera jusqu'en Europe du Nord. Oui, c'est une guerre de civilisation. C'est ce qu'il avait dit. Et évidemment, alors il faut lire tout l'édito parce que ce serait un raccourci un peu rapide, mais il dit ces fillettes voilées à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est quand même un choc et ça veut quand même dire quelque chose. À ce propos, je viens de lire le bouquin d'Éric Zemmour qui s'appelle La messe n'est pas dite, Gilles Fayard, parce que ça me semblait intéressant. Et il a un petit livre qui n'est pas un livre du tout idéologique, c'est un livre qui dit que la... Non, vous pouvez pas dire qu'il n'est pas idéologique. Non, mais je l'ai entendu. J'ai entendu. Laissez-moi en parler. Je vous laisse en parler, mais dire que Éric Zemmour n'a pas d'idéologie... Je n'ai pas dit qu'il n'était pas. Je dis que son livre n'est pas idéologique dans la mesure où c'est simplement le fait de dire que la France est liée à la chrétienté. Complètement à Notre-Dame, aux églises, etc. Et que l'abandon, quelque part, cette laïcité qui peut être exagérée, que l'abandon de ce que sont les racines de la France à travers cet attachement, laisser la place à d'autres religions. Et je pense que c'est vrai. Pas du tout d'accord avec ça. Non. Pardon ? Moi non, mais si. On est en République. Mais non, mais moi je pense. Il y avait un idéal dans l'idée de République et de laïcité. Le problème, c'est qu'effectivement, la laïcité n'a pas tenu face à l'islamisme. Il n'y a pas de comment on la voit, elle est claire, la laïcité. Sous prétexte qu'il faut défendre et se défendre contre l'islamisme, on se défend de la même façon contre le catholicisme. C'est-à-dire qu'on pense lutter contre l'islamisme quand on dit que ça va être les vacances de printemps ou les vacances de... mais ça, c'est Michel Breton. Je vais donner un exemple concret. Il faut garder notre identité. Et là-dessus, mais on est d'accord sur l'identité. On n'est pas obligé de passer par la religion. On peut simplement interdire un certain nombre de pratiques qu'on a laissé perdurer, qu'on a laissé avancer. Après, il ne parle pas de religion, il parle d'identité culturelle. Et c'est vrai que c'est différent. Un exemple concret pour vous dire sur la question de l'islamisme, pourquoi est-ce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'on n'avançait pas. J'ai quand même, je tiens à le dire, j'ai été auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission entre les liens entre les partis politiques et l'islamisme. Et en fait, j'ai compris pourquoi en fait on n'avance pas, parce que premièrement, on nous a tous imposé des huis clos de façon à ce qu'on ne puisse pas en fait, est-ce que les débats, les arguments, les faits, vous savez, moi je suis arrivé dans une logique, je vais donner des faits, des preuves concrètes, il y a des connivences. Mais en fait, on nous a imposé à tous des huis clos, les journalistes et autres, pour qu'on puisse pas en parler. Et deuxièmement, en fait, on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que ceux qui avaient les informations, qui montraient que oui, ça existe. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des liens entre des partis politiques et l'islamisme. Regardez, on a les preuves et autres. En fait, on a été interrogé après certains maires, et on a aujourd'hui un président de cette commission qui finalement était en train de faire l'accusation sur ceux qui donnaient les preuves. Moi, je me suis dit, mais en fait, je comprends pourquoi aujourd'hui on n'avance pas. C'est qu'en fait, ceux qui doivent
doivent faire l'enquête, qui doivent révéler, qui doivent montrer un peu à tout le monde, à travers une commission parlementaire, que oui, il y a des problèmes avec l'islamisme, en fait, l'enterrent ou alors font le travail accusatoire vis-à-vis de ceux qui donnent les preuves. Non mais là, on marche sur la tête. Ouais. On va peut-être marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de la libération de Boualem Sansal. À tout de suite. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile Dominique. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est enfin la libération de Boualem Sansal. On en a parlé très abondamment ici. Et puis un vrai coup de cœur pour Arnaud Benedetti, qui n'a jamais lâché, qui a été là. C'est une vraie victoire pour ce comité de soutien et pour Arnaud Benedetti et Noël Lenoir en particulier. Ils ne se sont jamais tus, contrairement à ce que préconisait la diplomatie française. Alors c'est très compliqué, la diplomatie. Il faut à la fois parler et à la fois se taire. Néanmoins, c'est l'Allemagne qui a obtenu, mais à la demande de la France, je tiens à le préciser, parce que ce qu'on se disait, à chaque fois il se passe quelque chose en France, il y a toujours une polémique. Donc il y a ceux qui disent que c'est un camouflet pour la France, d'autres qui disent que il faut prendre les choses comme elles sont et que c'est grâce effectivement à l'Allemagne. Néanmoins, je trouve qu'on ne parle assez peu de cette menace qui avait été proférée par le président allemand, qui avait dit: si vous ne libérez pas Boualem Sansal à Monsieur Tebboune, vous ne pourrez plus venir vous faire soigner en Allemagne. Et curieusement, il a été libéré. Donc je ne sais pas si c'est cette menace qui contredirait ceux qui ce matin disent la méthode Retailleau. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Bachelon? La méthode Retailleau n'a pas marché de montrer les bras. En tout cas, il est libre, mais c'est vrai qu'on peut commenter. Personne n'en sait rien. Moi, je trouve incroyable. Oui. Alors, Sophie, il est libéré. Oui. On est très très content. Deuxièmement, même ceux qui détestent Macron, qui nous écoutent, vous pensez bien qu'il avait tout intérêt à le faire libérer. C'était pour sa propre gloire s'il le faisait libérer. Que le président de la République n'arrive pas à le faire libérer, c'était une catastrophe. Donc il a dû tout faire. Oui. Alors qu'il ait fait des choses mal, j'en sais rien, mais il n'est pas responsable de la haine que nous porte l'Algérie. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. L'Algérie nous déteste depuis toujours. Donc je veux dire, comment on fait pour ça? En tout cas, le régime algérien. Le régime algérien nous déteste. Donc je pense qu'il a évidemment probablement été demandé à l'Allemagne, qui a réussi, peu importe, on ne peut pas comparer les rapports de l'Algérie à l'Allemagne et ceux de la France à l'Algérie. Et donc c'est juste insupportable. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. Non. Il est libéré, point final. Alors maintenant, ce qui est très mauvais et ce qui a été dramatique, c'est le désir immédiat du gouvernement de faire de la com en disant: ah, ça y est, on a réussi. On n'avait pas besoin de ça. Je pense qu'il fallait avoir un silence en disant: on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, c'est l'Allemagne qui a réussi, notre demande, point final. Mais vraiment, que tout le monde en profite pour recasser du Macron, il y en a marre. On a une période épouvantable en ce moment, avec des commémorations, des drames, des otages, dans quel état. Et il reste Christophe Glaise, il faut penser à ce journaliste bientôt, qui est là-bas. Ça va être, vous voyez, il reste dans les hôpitaux allemands parce qu'ils sont meilleurs. Enfin, il faut arrêter ça, c'est insupportable. Je voulais juste vous lire le tweet de Caroline Valentin qui venait ici. Alors elle dit: je n'apprécie pas du tout Emmanuel Macron ni Jean-Noël Barrot, mais elle a lu un article du Point et il apparaît assez clairement que l'intercession de l'Allemagne s'est faite à l'initiative de la France, qui avait au départ contacté l'Italie. Macron a trouvé en l'Allemagne une solution qui permettait au pouvoir algérien de sortir par le haut, condition sine qua non pour que l'Algérie accepte un quelconque deal. Et elle ajoute, ça veut dire aussi que Macron a consenti au passage à se faire publiquement humilier par Tebboune pour arriver à ses fins. Alors Mathieu. Alors juste pour revenir, je suis assez d'accord avec ce que disait Sophie. Et puis moi, pour le coup, je vais donner mon avis, mais qui n'est pas éclairé puisque je ne suis pas dans les Personne ici n'est éclairé. Non, mais sur ces sujets-là, à part si vous avez des infos que je n'ai pas sur la façon dont ça s'est passé, j'aurais tendance peut-être naïvement à faire confiance à la diplomatie française et à me réjouir qu'il y ait eu une coopération franco-allemande sur ce sujet. Il y a suffisamment de sujets de discorde avec l'Allemagne pour ne pas se réjouir lorsque l'amitié franco-allemande n'est pas que pavé de bonnes intentions, mais qu'elle est aussi le fait de faits concrets.
Vous parliez, Valérie, de Bruno Retailleau. Moi, je ne sais pas si Bruno Retailleau je ne vais pas lui faire un reproche. Je pense que tout le monde dans ce dossier a essayé, là encore, peut-être je suis naïf, mais de mener sa barque pour essayer de faire libérer Boualem Sansal. Je réagissais juste hors antenne en parlant avec Sophie pour rien trahir sur le fait que je suis certaines fois peut-être un peu sceptique sur la stratégie, y compris personnelle, de Bruno Retailleau. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le côté, je tape du poing sur la table en me disant qu'il faut y avoir des résultats. Il n'y a pas eu trop de résultats, et même sur sa stratégie personnelle, mais ça c'est autre chose. J'extrapolais sur le fait qu'il a voulu sortir du gouvernement. On voit où il en est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'était plutôt un scepticisme là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, oui, on va peut-être se réjouir de la libération de Boualem Sansal et se dire que la diplomatie est une matière suffisamment complexe et suffisamment dans l'entre-deux, dans la zone grise, qui nécessite sûrement qu'on ne soit pas au courant de tout. C'est comme l'antiterrorisme. C'est des matières qui sont tellement particulières que c'est normal qu'on ne sache pas tout. Et lorsque le résultat, quelle que soit la façon dont il ait pu être obtenu, nous réjouit, autant se réjouir naïvement, peut-être, mais sincèrement. Oui. Je tiens à souligner quand même, c'est dans cette émission, Valérie Expert, que j'ai pu le plus parler de Boualem Sansal. Donc merci Valérie pour nous avoir donné la parole sur ce sujet-là, qu'on n'a pas eu dans d'autres plateaux. Moi, je vais l'analyser sous l'angle quand même médiatique, c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet sur lequel il y avait certains espaces, on pouvait en parler, et d'autres espaces où en fait ils étaient à la fois critiques de Boualem Sansal, mais surtout en fait ils reprenaient le même récit que le régime algérien en disant qu'il y a des algérophobes, que Boualem Sansal, toute une presse qui serait dite de droite, d'extrême droite, en fait vont dans le même sens, et ce sont les mêmes qui, vous voyez, ce matin, moi vous savez, peu importe la façon dont ça s'est passé, je suis content. C'est-à-dire que je suis content pour Boualem Sansal, je suis content de la façon dont ça s'est passé, peu importe. Cet homme a été libéré, cet homme a été otage de manière injuste, était prisonnier justement d'une relation dégradée entre la France et l'Algérie, et je suis heureux pour lui et pour sa famille, pour qui c'était extrêmement dur. Et je constate que ce matin, on n'a pas de nouvelles de l'état de santé. Je constate quand même que ce matin, les mêmes médias donc qui en parlaient, qui étaient là pour alerter sur la question de Boualem Sansal, se félicitent de Boualem Sansal, en parlent de manière ouverte, et les médias qui à l'époque apostrophaient Boualem Sansal, le dégradaient, le traitaient aussi d'extrême droite, en fait ce matin sont très muets, n'en parlent que très peu, parce que finalement ils n'auraient pas tant que ça visiblement, hein, Noémie, vous qui faites votre travail. Étonné de voir quand même par exemple notamment Rima Hassan, qui, souvenez-vous, à l'Union européenne, elle avait voté contre sa libération, et là en l'occurrence Rima Hassan, donc la députée européenne, elle a publié un tweet pour se féliciter de sa libération. Donc c'est vrai qu'il y a des gens quand même. Manon a fait pareil, les deux avaient voté contre. Oui, c'est ça. Donc il y a des gens qui aujourd'hui se félicitent de la libération de Boualem Sansal, alors même que voilà, il n'avait pas forcément. Valérie, mais sur l'état de santé, personne ne dit rien. Deux choses. Il vient d'arriver, c'est personnel. Vous avez envie qu'on raconte. Attendez, comment s'il va bien, moyennement bien. On saura en temps et en heure. Oui, on saura en temps et en heure. Il a été soigné, il faut dire, je crois. Non. Alors, non. Mais en fait, l'argument c'était justement qu'il devait aller en Allemagne pour avoir des meilleurs soins. Mais juste une chose, parce que vous avez rappelé le comité de soutien de Boualem Sansal, vous avez raison de le faire, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui se sont battus, beaucoup de gens d'ailleurs, des journalistes, des politiques, derrière ce comité, derrière Arnaud Benedetti et Noël Lenoir. Et il faut comprendre que par exemple Arnaud Benedetti, il était quasiment à 100% du temps sur cette question-là. Ce sont des personnes qui se sont engagées pour sa libération, qui se sont engagées pour l'idée de ce que c'est que l'honneur d'un homme, d'un romancier, d'un homme libre, par ailleurs une personnalité très très lumineuse, très solaire et très gentille et bien et bonne. Et ils se sont battus. Donc voilà, c'est aussi des belles leçons sur les choses, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est effectivement que ça illustre, pardonnez-moi, je vais me permettre de recasser quand même du sucre sur le dos du président, mais enfin il est quand même resté quasiment 1 an enfermé dans les geôles algériennes, et pendant 1 an la situation a été bloquée. Il a quand même fallu l'intermédiaire de l'Allemagne pour réussir à arriver à sa libération. Oui, mais franchement, est-ce que vous croyez, je me pose la question, étant donné les relations franco-algériennes, quand même l'Algérie, le comportement de l'Algérie, est-ce que vous croyez que je n'arrive à me dire que c'est vraiment pas la faute de Macron? C'est de la faute de la diplomatie française qui n'a pas su trouver plus tôt une solution à ce problème. Et puis, on parle de ce problème-là, mais vous avez raison de rappeler que les relations entre le régime algérien et la France sont catastrophiques. Ils refusent de récupérer leurs OQTF, alors qu'ils refusent les OQTF etc. Donc la situation est dans une assez catastrophique. Juste un petit mot, parce qu'on parlait des médias, du point de vue médiatique. Moi, j'ai été très agréablement surpris, parce que ça arrive de dire du mal du service public, notamment de la télévision. Une très belle émission hier de la Grande Librairie qui était en direct avec
Augustin Trapenard spécial sur Boualem Sansal avec une certaine pluralité de personnes qui étaient là. Elle est en replay, donc j'invite nos auditeurs s'ils ne l'ont pas vue, et notamment sur la présentation parce que certaines personnes ne connaissent pas Boualem Sansal et son œuvre. Boualem Sansal qui est d'ailleurs très connu et reconnu en Allemagne. L'Allemagne nous a aidés, mais ils savent qui est Boualem Sansal, qui a vraiment une aura littéraire en Europe et notamment en Allemagne. Peu l'ont lu et peu savent. Et je les invite à lire notamment des très beaux romans comme 2084 qu'on trouve en poche. Et cette émission est vraiment vaut le coup. Et il y a un prolongement avec le comité de soutien. Le comité de soutien était assez divers. Il y avait des personnalités qui venaient d'horizons assez divers. On l'a dit, il y avait évidemment notre ami Benedetti qui s'est mouillé, mais il y a eu beaucoup de personnalités, y compris, on dit que la gauche ne s'est pas mobilisée, mais je pense à Bernard Cazeneuve, je pense à Jérôme Guet, je pense à beaucoup de personnes quand même à Manuel Valls, qui ont été présents, qui ont été présents. Il faut pas oublier que c'était un franco-algérien. Et donc, que la France obtienne sa libération était un enjeu qui dépassait complètement même ça. Un franco-algérien. Donc c'était un conflit entre les deux pays. Deux spécialistes vont aussi dans le sens de ce que disait Caroline Valentin, à savoir Bruno Tertrais, qui dit que c'était sans doute la seule manière d'obtenir rapidement sa libération via et vers un autre pays. Loin du fracas, les autorités françaises ont agi comme il le fallait dans la discrétion. Une épreuve de force ouverte et publique aurait sans doute garanti son maintien en détention. Et Jean-Dominique Merchet dit la même chose. Travail intense, travail diplomatique et le rôle très important du président allemand qu'on remercie évidemment. On peut quand même spécifier aussi, parce que malheureusement, il faut dire que Macron a un peu détruit la diplomatie française. Le Quai d'Orsay, il est passé par là. On avait, je connais bien cet univers, même de famille. Il a voulu anéantir la diplomatie française en pensant que la diplomatie française, c'était lui. On va se retrouver dans un petit instant. On va parler des niches fiscales des retraités. Finalement, elles seront conservées. L'Assemblée a voté pour le maintien de la niche fiscale des retraités. Et puis Salah Abdeslam qui propose donc cette démarche de justice restauratrice. On en parle avec vous. Les Chevaliers du Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Salah Abdeslam qui propose une démarche de justice restaurative. Comment, là aussi, on a un petit peu de mal à comprendre voilà, avec cette commémoration du 13 novembre, il est quand même l'un des principaux inculpés dans ces attentats et condamné plus que ça. Il demande donc à rencontrer les familles des victimes pour expliquer sa démarche. Alors la justice restaurative, c'est formidable. Il y a eu un film fait par Jeanne Herry qui explique comment ça se passe. Le fait de rencontrer son agresseur peut parfois aider à passer à autre chose. Mais un terroriste, moi j'avoue que ça m'a totalement interpellé, Jules. Le fait est que, si certaines personnes en ressentent le besoin, je ne sais pas qui je suis pour aller juger ces gens-là qui ont vécu l'horreur. Je veux dire, si... Oui, les victimes ont tous les droits. Voilà, oui, les victimes, oui, mais le terroriste... Le fait est que, par contre, quand on va à l'inverse, moi j'ai du mal à croire, lui, en sa démarche. Parce que la DGSI dit qu'il est toujours radicalisé. Donc on est face à quelqu'un qui est toujours radicalisé, mais qui veut quand même s'expliquer aux victimes. En fait, il a rien à leur dire. Ça, c'est possible. Laissez-le terminer. On s'en fout qu'il en ait envie. Et c'est surtout qu'il y a eu un procès qui a duré pendant très longtemps, le procès des attentats du 13 novembre, où il était au cœur des débats et où il s'est quasiment pas exprimé, il a refusé. Il y a eu très peu d'échanges, il n'y a pas eu d'explication avec les victimes. S'il était vraiment dans une démarche, il avait ce moment pour s'expliquer, il avait le moment pour s'expliquer auprès des victimes et auprès de la nation. Il l'a pas fait. La démarche n'est pas la même, parce que au moment où il est dans son procès, il faut oublier qu'il a été 5 ans de manière tout à fait normale à l'isolement. Et d'un seul coup, il est face à toutes les caméras, face à tout le monde, il doit prendre la parole devant beaucoup de monde. Là, ce serait quelque chose de plus intimiste, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment, il va parler seul à seul avec chacune des victimes qui en ressentent le besoin. Moi, évidemment, ça me paraît complètement dingue. Mais bon, comme je dis toujours, les victimes ont tous les droits vis-à-vis de ça. Si elles ont envie de le faire, qu'elles le fassent.
cependant, ce que je constate quand même, c'est que en fait, ça va tout de même dans une logique où on commence à se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que Salah Abdeslam, il a eu à la fois accès à une clé USB, il a pu avoir un mariage religieux. Bon, c'est au téléphone. Hein, on a appris que c'était au téléphone. Un mariage religieux au téléphone. Et oui, c'est ça. Il s'est marié de manière religieuse au téléphone. Il va pouvoir rencontrer les victimes. À un moment, on peut se dire que, en fait, est-ce que cette personne peut sortir définitivement de notre société, qu'on n'en parle plus, qu'on n'en parle plus, et qu'en fait, on arrête avec cette personne qui devrait se faire tout petit. Exactement, ça pas à sa demande, mais à la demande des victimes. Mais vous savez, il n'a jamais montré la moindre compassion. Est-ce que vous vous souvenez de ses premiers mots au cours de l'audience? Je suis un combattant de l'État islamique. Vous vous souvenez de ses premiers mots? Il n'a jamais, il a dit, je suis un combattant de l'État islamique au début du procès des attentats du 13 novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu le moindre, chez lui, la moindre volonté de s'excuser publiquement de ce qu'il avait fait et de la souffrance qu'il avait fait. Et ça veut dire que même si le temps était déjà passé à ce moment-là, il n'a pas eu chez lui de scrupules. Donc ça, il faut le comprendre. Nous sommes des êtres pleins de sentiments qui pensons que il aurait pu faire amende honorable et se rendre compte qu'il avait fait quelque chose de terrible. Mais il continuera dans sa logique guerrière et nous devons le considérer comme tel. Et même aujourd'hui encore, relayer sa parole, c'est lui donner du carburant. Et vous connaissez sa défense qui était que d'ailleurs il ne s'est pas fait exploser et qu'en fait c'était sa volonté de ne pas se faire exploser, que c'était pas lié à son matériel qui était défectueux. Parce qu'à un moment il était entré dans un bar et il dit que oui, mais ça c'est justement sa défense de dire que justement il y a une démarche d'humanité. Et d'ailleurs l'une de ses avocates avait dit sur le plateau de Quotidien, si je dis pas de bêtises, qu'il était très humain. Vous voyez, il y a toute une logique en fait de réhumaniser finalement Salah Abdeslam, de montrer qu'il est dans une logique lui en fait d'aller vers les autres. Et ça c'est toute la stratégie de la défense, mais qui est aussi en fait démontée par en fait l'enquête et ce qui ressort de sa radicalité. Pour le coup, les religieux quasiment. Peut dire la défense quasiment. Non, mais c'est les victimes qu'on écoute. Oui, mais c'est une stratégie de défense. Oui, mais il y a quelque chose d'indécent malgré tout. La défense, quelle qu'elle soit, peut avoir des choses indécentes. L'avocate a dit dernièrement d'ailleurs qu'elle l'aurait pas dit de la même manière. C'est la défense de rupture. L'avocate a dit qu'elle l'aurait pas dit de la même manière. Non, moi ce qui me choque, c'est le fait d'introduire une sorte de trouble et de mettre sur le même niveau une démarche qui peut être, on l'a dit, la justice restaurative, qui peut être une démarche intéressante pour de la délinquance ou des crimes de droit commun et le mettre sur le même niveau que le terrorisme et le mettre sur le même niveau que le terrorisme, parce que je pense que ce n'est pas la même chose sur quelqu'un qui a, et on peut croire en effet si je fais appel à vos valeurs profondément judéo-chrétiennes, ma chère Sophie, sur l'idée de rédemption qui est au cœur normalement du magistère et du dogme catholique. Déjà on laisse en vie, c'est déjà pas mal. Là on est face à des personnes, comme disait Noémie, qui sont animées par une idéologie. L'idéologie, à la limite, l'emporte sur leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils sont, on l'a vu, ils ne sont plus que des soldats ou des pions d'une idéologie. C'est la façon qui avait été utilisée. Enfin, si vous relisez Hannah Arendt, qui peut expliquer également l'horreur du nazisme, c'est-à-dire où des personnes s'étaient dépouillées de leur humanité pour épouser une cause, une idéologie qui les dépasse. Et pour le terrorisme, c'est un peu pareil. C'est pour ça que je pense que la justice restaurative, qui peut être très intéressante et qui peut être dans une démarche effectivement de rédemption peut-être intéressante, ne peut pas être possible pour des personnes radicalisées où l'idéologie prend le pas, et c'est le cas du terrorisme. Oui, la justice restaurative existe pour d'autres types de crimes comme la délinquance. Or, le terrorisme n'est pas un crime de droit commun, dit Iris. Il dit. C'est ce qu'a rappelé Manuel Valls ce matin, qui était sur TF1 dans la matinale. Il fait croire que c'est un crime comme les autres, mais ce n'est pas un crime comme les autres, et c'est très pervers. Il cherche à banaliser le terrorisme. Alors il y a le père d'une des victimes qui a dit qu'il était prêt lui à le rencontrer parce qu'il avait des questions à lui poser pour comprendre son cheminement. Pourquoi pas. Mais en plus de dire cela, c'est et j'ai vu Manuel Valls quelques jours avant cet attentat. J'étais avec sa responsable de la communication au ministère et je posais des questions sur les entreprises. Et elle me raccompagne, la directrice de la communication. Je dis, écoutez, franchement, vous n'en avez rien à en faire apparemment. Et elle me dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre ne dort pas, ne mange pas. Ça fait 15 jours. Il sait qu'il va y avoir quelque chose de terrible, un attentat. Il est prévenu par tous les services. Il ne pense plus qu'à ça. Et c'était 4 jours avant. Incroyable. Hein. Bah oui, les services fonctionnent, heureusement. J'ai envie de vous poser une question à tous les quatre et peut-être à ceux qui nous écoutent, parce que il y a des questions comme ça qui demeurent avec le temps, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
qu'est-ce que vous pensez de l'idée de rétablir la peine de mort pour les terroristes? C'est une question qui revient souvent, mais qui me paraît difficile. Regardez, je vais vous dire, François Hollande, il y a quelques jours, il était sur le plateau de France 5 et il disait « c'est l'honneur de la France d'offrir des grands procès à des êtres qui veulent notre mort ». Est-ce que c'est vraiment l'honneur de la France ou est-ce qu'on continue d'alimenter un système dans lequel nous sommes systématiquement perdants? Je suis d'accord avec vous, mais non à la peine de mort. Totalement non, pour des questions philosophiques et même absolues. Oui, moi aussi c'est non. Moi je pense que c'est très hypocrite parce qu'en fait quand on est en intervention, les terroristes on les tue. Donc non mais pareil. Parce que c'est pas pareil. Bah non, parce qu'en fait moi non. Oui, mais en fait on est toujours en guerre contre eux. Donc je pense sur cette question de la peine de mort vis-à-vis des terroristes, il y a une hypocrisie à ne pas la vouloir au niveau du tribunal, mais la vouloir quand c'est les forces d'intervention qui vont les tuer. Un flic qui tire sur un assassin qui est devant lui, c'est pas la peine de mort. Tout ça est très cadré en état de droit quand même. On neutralise un assaillant dans des conditions très particulières et la peine de mort, c'est délivrer la mort au nom de la société dans un cadre froid et juridique qui pour moi je reste persuadé malgré tout que la réponse face à l'horreur et à la barbarie c'est de tenir bon sur le principe de l'état de droit. Cela dit, c'est vrai qu'on en aurait envie parce que ce que je partage avec vous, je dis non. Mais je résiste parce que franchement, entre le rationnel et l'émotionnel. Parce que ça leur garde une épine dans le pied, on paye tout pendant des décennies, on leur paye leur prison, on leur paye tout à des gens qui continuent à dire je veux la disparition de tout ce que vous êtes. C'est un peu notre honneur. Oui, je pense qu'on peut pas revenir en arrière parce que si vous commencez, voilà, après on va vous dire pour les assassins d'enfants, pour les assassins de policiers, je pense que c'est. Il y a ce problème parce qu'on s'est mis en conformité avec le droit européen et c'est vrai qu'on n'a pas de vraie perpétuité en France aussi. Dans le même temps, c'est-à-dire qu'on a supprimé la peine de mort. Il y a des gens qui sortiront jamais. Il y a des gens qui sortiront jamais. Non, on s'entend, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. C'est quelques cas exceptionnels. L'assassin de la petite Lola, elle sortira jamais. Probablement, mais c'est quelques cas exceptionnels où ils ont une véritable perpétuité, mais dans le fond, en fait, on n'a pas vraiment de perpétuité réelle en France, et donc d'avoir supprimé la peine de mort sans garder une vraie perpétuité, parce qu'on s'est mis en conformité avec le droit européen, il y a aussi une zone de flou là-dedans. Oui, non, mais c'est Mathieu. Non, mais je n'ai rien à rajouter à part de dire que je pense quand même que, quitte à me répéter, que les terroristes sont aussi là pour tester notre résistance et la force de nos principes et de nos valeurs, et que les principes de l'état de droit sont quelque chose pour lesquels on doit, envers et contre tout, quand même, je pense, résister. Si je peux me permettre, il y avait eu un très très bon papier de l'ancien directeur de la DGSE, Pierre Brochant, qui parlait justement de notre rapport à la question de l'islamisme, de l'immigration. Et vous savez, il a insisté sur un caractère qui ont perdu les Français, c'est le caractère de la férocité. En fait, c'est-à-dire, lui, il en parle. J'avais pu le rencontrer d'ailleurs. J'avais pu faire aussi un entretien. Et il dit que les Français n'ont plus aucune férocité. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on ouvre nos valeurs à tout le monde, qu'on permet l'accession au droit, qu'on dit, évidemment, nous, pas de souci, les droits de l'homme seraient protégés et autres. Mais que ce caractère de la férocité, d'un moment retrouvé, évidemment, d'être redoutable face à l'adversaire. Lui, il a été ambassadeur en Israël. Il sait ce que c'est, en fait, d'être attaqué dans un pays qui est attaqué. Et tout ne marche pas, en fait, aux droits de l'homme. C'est-à-dire que, évidemment, que les droits de l'homme c'est un principe qui est très important, mais si on fait des droits de l'homme le tout et l'aboutissant, vous ne pouvez pas lutter face à un ennemi qui veut votre mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire la férocité? C'est très compliqué. La férocité, c'est déjà simplement en fait d'être tous les jours. C'est sauvage. La férocité, c'est les animaux sauvages. Oui, mais c'est par exemple en fait d'être tous les jours dans une mentalité où on est dans le combat. De force perpétuelle. Exactement. Et donc en fait, avec l'humanisme, avec les droits de l'homme, etc., on a pensé que justement les grandes valeurs nous permettraient de survivre dans le monde. Mais je reste persuadé que les principes de la République et les principes de l'état de droit permettent de lutter contre l'islamisme. Vous savez que l'état de droit évolue constamment. La République, elle a coupé des têtes. C'est vrai. On va faire une pause parce que c'est l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après avec d'autres informations. On va parler de la niche fiscale des retraités qui finalement, ce matin, on l'a appris, va être maintenue. Et puis Emmanuel Macron qui veut réguler les réseaux sociaux et qui envisage de quitter X.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité jusqu'à 11h30 avec Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Je rappelle votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Jules Laurence, rédacteur en chef de Frontières. Mathieu Bacchialone, communicant, président de M2B Conseil. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique. Et votre dernier livre, Réussir, c'est possible, est paru chez Fayard. Et comme vous le dites, faut se dépêcher de réussir, parce que c'est pas gagné. Voilà. Coup de cœur, coup de gueule. Alors vous en avez fait certains déjà. Alors Sophie, vous vouliez revenir sur un nouveau congé. Écoutez, là c'est mon âme de chef d'entreprise, vous connaissez. Ouais. Mais franchement, on vient de décider hier, journée de tous les dangers, de rajouter un congé parental alternatif au choix de 2 mois. Je suis désolée, oui, on a besoin d'enfants. Oui, il est totalement absurde de penser qu'on va faire des enfants parce qu'on vous file une prime ou que Amazon vous livre gratuitement pendant 1 an. C'est plus supportable d'abord de marchandiser, oui, c'est ce qu'on dit, la naissance des enfants parce qu'on en manque. On a un problème de civilisation clair et net là-dessus, un problème de jeunes qui n'ont pas confiance en l'avenir. Bon, bref. Mais aller rajouter des congés au moment où on est complètement fauché, on n'a plus 1 centime, on n'arrive plus même dans les hôpitaux à avoir le personnel qu'il faut, à fournir les médicaments. C'est complètement irresponsable. C'est les filles qui a proposé ça. C'est complètement irresponsable. Mais ça n'a pas été adopté. Si. Ah si, ça a été adopté. C'est passé. Voté. Alors, je rassure tous nos auditeurs, tout ce qui a été voté, rien ne sera adopté, car le budget ne sera pas voté. Ouais. Donc tout ce qui nous rend dingue là en ce moment, rien ne passera. Donc on peut essayer de surmonter le moral grâce à ça. Rien ne passera. Mais ça a été. Je ne sais pas si rien ne passera. Hier. Il y a des choses qui vont rester néanmoins. Je suis pas sûre. Non, je vais vous dire, Sophie, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on parle souvent. Le problème démographique, c'est le problème numéro 1 dans ce pays. Et c'est le problème numéro 1. Vous avez raison, en Europe et en Occident. Bien sûr. C'est le problème. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va résoudre ? Regardez, c'est le problème qui en détermine beaucoup d'autres. Oui. On a toujours vu que la politique familiale pouvait donner un élan, malgré tout, il y a 30 ans, à la démographie. Je vous dis pas que ça va changer complètement les choses. Je vous dis que ça peut accompagner certains qui vont décider que ce sera plus, qui seraient plus à même demain d'avoir des enfants parce que la situation parce qu'on aura 2 mois de congé parental alternatif. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, ça peut aider. Vous savez, quand vous êtes une femme active, que vous travaillez énormément et que vous ne savez pas à quel moment vous allez pouvoir mettre votre grossesse au milieu de votre carrière. Ce sont des choix qui sont au milieu de votre carrière. Mais c'est la vérité. Il faut penser autrement. J'ai 35 ans, j'ai beaucoup d'amis qui sont exactement dans cette situation. Je peux vous assurer que c'est des questions qui se posent véritablement et que quand vous donnez un coup de pouce, ça ne veut pas dire que ça va changer les choses. Je comprends votre raisonnement. Je n'y crois pas. Vous avez raison. Il ne s'agit pas non plus de distribuer de l'argent. Une seconde. En tout cas, il faut que la politique familiale fasse quelque chose. Il faut faire un pas en avant. Et on pourra faire un pas en arrière sur d'autres situations. Il faut mieux éduquer nos enfants, il faut développer les crèches, il faut pas donner des congés. On n'a pas assez de travail. Mais vous avez raison. Le problème, c'est qu'il y a une grande partie de ce pays qui ne travaille pas. Et ce qu'il faut, c'est inciter les gens qui ne travaillent pas à travailler. Mais ceux qui travaillent doivent travailler plus, Noémie. Il va falloir des économies. Vous avez raison, il y a 1000 façons de faire. Et il ne s'agit pas non plus de distribuer des chèques en bois à tout le monde. Vous vous rendez compte de ce que c'est que de s'arrêter 3 mois, 2 mois supplémentaires. Le DG, oui, il va prendre. Non, mais alors Mathieu, vous êtes pas d'accord avec ce que dit Noémie, et je pense que Sophie avec tout le respect que je vous dois, vous imaginez pas les difficultés qu'il peut y avoir. Je suis bourgeoise et que je sais rien. Je ne pas du tout dire ça. Non, mais je dis, il y a vraiment. J'ai des salariés quand j'en ai eu 18 ans. Moi, je reste persuadé que, et je ne veux pas répéter ce qu'a dit Noémie, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle, que ce coup de pouce peut permettre effectivement. Enfin, en plus, on a quand même une génération. Enfin, je parle pour la génération qui est c'est terminé. Bien sûr que c'est qui bosse beaucoup. Ça existe aussi, des gens qui bossent beaucoup, qui essayent de concilier vie professionnelle et vie familiale, à qui on dit qu'il faut qu'ils continuent toujours à bosser, qu'ils doivent payer pour tout le monde. Je vais pas refaire le fameux Nicolas qui paye. Ça existe aussi, qui doivent payer. On va en parler pour les retraités parce qu'il faut surtout pas. La niche des retraités, il faut surtout pas y toucher parce que comme les retraités votent, on n'y touche pas. Et il y a, je pense, une partie non, juste, on va en parler. Une partie de Français, de jeunes, de cadras, de trentenaires,
mères qui ont envie d'avoir à la fois une vie de famille, qui ont envie de bosser, qui payent des cotisations, qui payent des impôts et qui n'ont jamais le droit à rien. Mais vous pensez sérieusement, pensez sérieusement que vous allez entreprendre, même l'idée de projet d'enfant, parce que vous allez avoir 2 mois de... Qui peuvent rentrer dans le cadre. Mais c'est une petite brique. Il y a ça, il y a le fait d'avoir une place en crèche, il y a le fait de pouvoir accéder à un immobilier qui soit pas hors de prix, mais c'est pas les 2 mois de congé supplémentaires. C'est plein de choses mis bout à bout qui font que toutes ces petites gouttes d'eau se rajoutent et font que c'est plus facile ou non d'avoir. Il y a bien plus que ça. Je pense qu'en lame de fond, il y a une idéologie très individualiste. Il y a une façon de voir l'enfant comme simplement une contrainte. Vous savez, on parlait du devoir de mémoire, on parlait de... Bah oui, si en fait on fait de la commémoration de ce qu'ont vécu les poilus, ça c'est une génération sacrifiée. Je veux dire qu'en fait, à un moment, nous, on a aussi toutes les conditions en place aussi pour arriver à la pérennité, pour arriver à être heureux aujourd'hui en France, dans le pays qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, évidemment qu'il y a des difficultés, mais de là à dire qu'on est la génération sacrifiée, qu'on peut plus rien faire et tout, c'est faux. Vous avez vu à travers l'histoire... Vous avez à travers l'histoire qu'il y a des générations qui ont beaucoup plus vécu de contraintes, de difficultés. On est probablement une génération aussi les plus prospères dans les possibilités. Et ça, c'est une relation qu'on a à la fois à la nation, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je vis que pour moi-même ou est-ce que je vis aussi pour quelque chose de plus grand? Est-ce que j'ai envie à un moment d'apporter aussi ma pierre à l'édifice dans le projet France? Est-ce que après il y a les considérations techniques. Oui, mais derrière ça, c'est une idéologie qui est aussi très individualiste. C'est en fait de se dire, c'est mon plaisir, j'ai pas envie. C'est le modèle allemand, vous savez. Moi, c'est mon plaisir, j'ai pas envie de faire d'enfants, j'ai envie de pas avoir d'enfants jusqu'à ce de dire il faut revenir dans l'autre sens en disant qu'une femme qui doit aider son plaisir. Elles existent, mais il y a beaucoup de générations. Par exemple, il y a beaucoup de familles populaires très pauvres qui font beaucoup d'enfants. Et dans plein de pays du tiers-monde. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Voilà, il y a plusieurs façons de faire des économies. Il y a une bonne partie de notre pays, et notamment les jeunes qui ne travaillent pas. Et je pense qu'on pourrait déjà se soucier de ce problème-là, de toute cette jeunesse qui ne travaille pas. Vous savez, j'ai grandi dans la ville de Sarcelles, j'ai écrit un livre sur cette ville, qui est l'une des villes les plus pauvres de France. Vous avez près de la moitié de la jeunesse qui ne travaille pas. Et pourquoi? Déjà, je pense qu'il faut commencer. Pourquoi? A priori, pourquoi? Ils vivent des aides. C'est une sorte de contre-société qui existe dans certaines banlieues, etc. Et un problème avec l'ordre aussi. Aider quelques parents qui veulent avoir des enfants. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont absolument pas qualifié pour rien? Si, parce que il y a eu une expérience d'une grande entreprise. Là aussi, je fais référence à qui avait monté une usine de la seconde chance pour aider des jeunes en difficulté ou qui étaient sans travail. Il y avait eu 85% d'échecs. 85% d'échecs, c'est-à-dire ne pas venir le matin, refuser le contremaître, refuser les ordres. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je voudrais qu'on revienne aux enfants. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Et quand vous avez eu votre enfant, est-ce que vous vous êtes posé la question avec votre femme? Vous avez pris une feuille en disant est-ce qu'on a une crèche? Est-ce qu'on va avoir des congés? Combien ça va nous rapporter? Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait un enfant. Je suis pas forcément représentatif de l'ensemble des Français. Non, mais je vous parle de l'humain. Et deuxièmement, je pense que ça joue, moi, par exemple. Il a qu'un enfant, marqué. Non, pour le coup, si vous voulez que je vous raconte un peu ma vie, lorsque j'ai eu ma fille, elle va avoir 10 ans. Dans mon entreprise, le fait d'avoir un congé parental n'était pas du tout quelque chose qui était rentré dans les mœurs encore. C'est très bien. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est très bien. Arrêtez de manger congé toute la journée. Moi, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que vous vivez dans quel monde, Sophie? Je vis dans le monde où on est ruiné, où vous n'aurez plus de congé parental. Mathieu, dans ces cas-là, on fait quoi? Mathieu, est-ce que Sophie, il y a deux versions. Soit en fait, en gros, il faut que la femme ou ne travaille pas parce que sinon, c'est ce que vous disiez, l'égoïsme et le plaisir des gens. Si c'est juste de pouvoir mener une carrière professionnelle, pendant trop longtemps, les femmes se sont sacrifiées, elles ont sacrifié leur carrière professionnelle. Pendant très longtemps, les femmes ont sacrifié leur carrière professionnelle parce qu'elles se disaient qu'elles devaient porter la famille. Les femmes ont toujours travaillé, elles ont des enfants. Moi, j'ai vu beaucoup de ce genre de modèles et les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus en fait se sacrifier pour ça. Et donc elles demandent aux hommes de prendre aussi une part de responsabilité dans tout ça et une petite aide pour développer une démographie qui est en berne. Je pense que c'est pas ça qui va nous foudroyer notre économie.
entreprises peuvent comprendre aussi que la conciliation... Non, les entreprises comprennent pas tout. Certaines, oui, pas toutes. Non, on est obligé d'ailleurs. Non, mais pas toutes. Que on peut concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et que c'est pas parce que quelqu'un va partir en congé ou parce qu'on fait un peu, en plus aujourd'hui avec le télétravail, avec tout ce genre de choses, avec toutes les nouvelles technologies. Écoutez, sortons du modèle français de la réunionité aiguë, on impose aux gens d'être là et d'être présents et de ne pas pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. 3 mois. Vous vous faites mal l'été. Et mais vous avez les gens. Non mais attendez, arrêtez de me couper la parole. Non mais c'est des cas. Alors, vous aussi, vous coupez la parole, Sophie. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on nous rajoute des motifs de congé et de non-travail dans nos entreprises. À la limite, pourquoi pas? Nous manquons de travail. On a eu un Premier ministre qui disait qu'il fallait, dans l'administration, la semaine de 4 jours. Il fallait faire en 4 jours ce qu'on pouvait faire en 5 jours. On nous a imposé le télétravail, la journée de règles douloureuses, les vacances où vous avez une entorse et vous prenez vos vacances quand vous rentrez dans votre entreprise, puisque vous avez été malade en vacances. Il y a beaucoup de choses ridicules, il y a beaucoup de taxes ridicules, il y a beaucoup de congés ridicules. Il faut voir au cas par cas. Tout ce qui est bon pour la démographie est bon pour le pays pour une raison simple. Mais on travaille ça pour payer notre travail. Il faut travailler de plus en plus. Vous avez une députée qui dit cette mesure ne répond en rien à l'urgence sociale ni à l'exigence d'égalité que réclame une vraie réforme du congé parental. Enfin, vous m'avez pas répondu. Quand vous avez eu un enfant, vous vous êtes posé la question, est-ce que on est non, mais il a dit qu'il n'était pas représentatif. Non mais c'est pas ça. Mais bon, en l'occurrence. Mais moi j'étais sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent. Je vous assure qu'il y a beaucoup plus de gens que vous imaginez qui se la posent. Sur par exemple le mode de garde, oui, c'est des choses qui sont compliquées. Mais c'est pas le congé parental. Là, c'est de dire que vous allez avoir 2 mois de congé de plus, ça va vous faire avoir un enfant. Non, je pense que ça peut chez certains, oui, ça peut jouer, bien sûr, ça peut jouer. Franchement, éduquer un enfant, c'est autre chose que d'avoir 2 mois de congé supplémentaires. Mais c'est pas mal d'avoir 2 mois avec son enfant au début, non? Au début, non, plutôt pour l'élever. À la limite, à l'adolescence, c'est très bien. Bon, on sera pas d'accord. C'est une nouvelle proposition de loi issue de Sophie de Menton. On sera pas un congé ado. Moi, je pense que quand vous voulez un enfant, quand vous avez ce désir d'enfant, peu importe ce qui. Je pense que malheureusement, certaines personnes, je n'ai pas des chiffres, évidemment, c'est du personnel, c'est du subjectif, mais ça peut arriver que certaines personnes aient un désir d'enfant ou un désir d'un deuxième, d'un troisième, et ce désir peut être contrarié par des contingences matérielles qu'il faut prendre quand même au sérieux et pas par-dessus la jambe en pensant que c'est anecdotique. On se retrouve dans un instant et on va faire votre coup de cœur, Noémie. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue notre débat sur la maternité, sur le congé parental supplémentaire, donc qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Les députés approuvent jusqu'à 2 mois de plus pour les parents, qui peut être fractionné et fractionnable. Alors c'est vrai qu'il y a des alternatives. Voilà, Marie nous dit les bébés qui se retrouvent à la crèche à 3 mois, des journées entières, Sophie, vous trouvez ça normal? Il y aurait une c'est intéressant les témoignages. Les bébés qui se retrouvent en crèche à 3 mois, des journées entières, vous trouvez ça normal? La France est une fabrique de gosses malheureux et mal éduqués, oui. Vous n'aimez pas les avantages des salariés, vous rêvez d'une semaine à 50 heures. Oui, c'est ça. Et puis, j'avais vu une auditrice qui me disait que son fils et sa belle-fille avaient repris un garage et qui n'étaient pas en capacité d'élever un enfant compte tenu du boulot qu'ils ont. Donc tout est un choix dans la vie quand même. Noémie, vous vouliez faire un coup de cœur? Oui, coup de gueule, coup de cœur. C'est tout simplement sur la disparition de la presse écrite que vous devez voir un petit peu autour de vous, progressive à bas bruit, mais qui existe bel et bien. Je participais à une revue qui s'appelle Spectacle du Monde, une revue de géopolitique dans laquelle j'ai longuement écrit cette dernière année notamment. Je publiais des enquêtes. La dernière enquête dans le dernier numéro, c'est une enquête sur la relation entre Israël et l'Arabie Saoudite après le 7 octobre, donc une diplomatie de l'ombre. C'était une revue dans laquelle on pouvait justement publier des choses qui sont assez spécialisées dans la géopolitique, ce qu'on peut appeler des sujets de niche, avec une réflexion. Avec des très belles images, et elle était d'ailleurs tenue par Antoine Colonna ces dernières années. Donc Antoine Colonna, excellent journaliste qui a par ailleurs dirigé pendant longtemps les pages internationales de Valeurs Actuelles.
Et cette revue, tout simplement, s'éteint. C'était le dernier numéro en presse papier qui vient de sortir, qui est actuellement en kiosque. Elle renaîtra en version numérique, mais alors il faut se précipiter pour l'acheter. Voilà, précipitez-vous pour l'acheter. Chacun sait que c'est pas la même chose lorsque c'est en numérique. Et au fond, moi j'ai participé à plusieurs médias qui ont disparu comme ça parce que c'était des médias de presse écrite, parce que c'était du papier, parce que ça coûte très cher et parce que nous vivons à l'ère de l'image et l'ère de la vidéo qui est en train de détruire comme ça tout un nombre de métiers de l'écrit et de l'écrit surtout dans le papier qui était publié dans du papier. C'est un monde qui est en train de s'effondrer doucement, sûrement, à bas bruit, parce que forcément ces médias, lorsqu'ils ferment, ils n'en font pas forcément État et une grande communication. Mais voilà, je voulais peut-être rappeler que nous vivons aussi un bouleversement dans le monde des médias. Et puis voilà, un dernier hommage à cette revue qui était vraiment une revue absolument magnifique dans laquelle j'ai eu l'honneur d'écrire. Écoutez, bravo. C'est compliqué, effectivement. La presse écrite souffre, l'édition aussi souffre énormément en ce moment. Les chiffres des premiers livres, c'est aux alentours de 70 000. C'était aux alentours de 70 000, c'est aux alentours de 70 000 ventes pour Philippe de Villiers, 35 000 pour Jordan Bardella, sont des chiffres qui sont très très bas par rapport à ce que l'édition a connu. Les gens n'achètent plus de livres et ne lisent plus effectivement la presse. Et on est en train de vivre aussi le début de la révolution de l'IA qui va aussi complètement bouleverser le monde de l'écrit de façon incroyable. Et alors on vous dit aussi, parce que nous lecteurs, moi j'aime énormément la presse écrite. Et nous, lecteurs, par exemple, quand j'ai un papier, on me dit ça passe sur le numérique. Et j'adore être publié dans le papier. Je dis mais on me dit à chaque fois, mais vous serez lu 2 fois plus. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Jules, vous avez avec Frontières lancé c'est un trimestriel. Hein, vous êtes rédacteur en chef de cette revue. Mais en fait, il y a simplement une adaptation aujourd'hui à ce que sont la façon dont les Français fonctionnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, majoritairement, les Français ils lisent l'information dans les transports en commun, sur leur téléphone. Certains sortent des médias traditionnels et vont directement chercher leurs informations sur X, sur d'autres endroits. C'est pour ça qu'il y a toute une polémique, tout un débat autour de ça. Et puis, vous savez, le papier, le temps de lecture et autres, c'est pour des gens qui ont aussi une certaine exigence aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Il faut une certaine exigence pour se dire, allez, maintenant je vais prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour prendre le temps de lire un long papier. Et donc ça, c'est certaines personnes qui, voilà, je vois Sophie de Menton qui en face de moi déballe un papier. Et ça, c'est sur l'humanité. C'est une interview dans l'humanité la semaine prochaine, ça me passionnera. Et ça, c'est une véritable exigence. Et il faut que les médias, en fait, simplement aient une véritable stratégie vis-à-vis de ça. C'est-à-dire de se dire que pour le papier, c'est pour le temps long, et puis pour la rapidité de l'information, pour le scoop et autres, il faut directement aller sur le numérique. Il faut simplement que les médias s'adaptent. Et là, il y a aussi, faut le dire, certains corporatismes journalistiques de gens qui veulent pas changer, pas se réadapter à l'ère. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, les nouveautés, les nouveaux réseaux sociaux, l'IA et autres vont apporter de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de transmettre l'information. Les journalistes sont concurrencés vis-à-vis de ça. Les journalistes sont concurrencés parce que n'importe qui aujourd'hui sur X peut en fait apporter une information. Et finalement, ce n'est plus le monopole des journalistes, l'information. Donc il va falloir que les journalistes aient une plus-value. Cette plus-value, elle peut être encore dans le papier. C'est-à-dire de dire que nous, dans notre papier, on a des enquêtes de fond qui apportent de véritables informations. Et par contre, sur la rapidité de l'information, évidemment que l'IA, les utilisateurs concurrencent les journalistes et il va falloir que les journalistes soient extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Et peut-être que le métier, si je peux finir, peut-être que le métier de journaliste, vous savez, dans les 10 ans à venir, une partie de ce métier-là sera finalement de débunker finalement ce qui est une véritable information ou de ce qui ne l'est pas vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis des deepfakes et autres. Ce seront des gens qui sont spécialisés là-dedans. Oui, Mathieu, revanche, on va pas entendu Mathieu. Je pense à ça parce que la lecture c'est terrible quand les livres disparaissent. Et moi je vois des gens qui partent en vacances avec des e-books et ils ont 5 livres dedans et grâce à ça ils vont lire en vacances. Ouais, mais t'as plus le papier. J'ai essayé d'être un peu optimiste sur ce coup, peut-être de manière encore naïve, sur le fait que l'exigence qu'il y a dans le papier peut se retrouver. Alors certes, c'est moins agréable, je suis d'accord, de lire, mais sur une tablette, des gens qui n'auraient peut-être pas du tout lu la presse vont se mettre à découvrir. Vous savez, il y a des applis qui sont très bien. Enfin, moi-même, j'utilise une appli, je vais pas citer le nom, où j'ai pour je sais plus 15 € par mois tous les titres de presse. C'est vraiment l'édition papier en plus qui est en PDF. Donc c'est sûr que c'est moins agréable que de lire. Oui, mais moi je fais ça aussi. Mais moi je fais ça et ça me permet sauf sûrement. Que ça rapporte moins aux journaux. Alors pour le coup, ça rapporte moins aux journaux, mais ça permet aussi d'avoir accès à des titres et peut-être. Moi, je pense que par exemple, je lis beaucoup plus de presse écrite.
depuis qu'elle est dématérialisée, qu'autrefois, quand j'allais jamais acheter autant de magazines et autant de journaux différents tous les jours que l'offre qu'il y a aujourd'hui. La question de l'IA, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant, parce que on voit parce qu'il y a déjà le côté, mais l'appauvrissement de l'écriture quand même. Ce qui est intéressant. Vous savez, les journalistes aujourd'hui ils écrivent mieux avec l'IA que sans. Mais c'est dommage, parce qu'il y a eu quand même, il y avait des grandes plumes autrefois dans la presse. Il y a toujours eu des façons d'écrire, même la façon de trouver un titre, l'esprit français, la titraille, la façon de trouver un titre. Et dans les jeux de mots, ça, l'IA n'arrivera a priori pas pour l'instant à trouver ce genre de. C'est monstrueux, mais vous savez, du coup, on a quand même une uniformisation, une standardisation de l'écriture qui est assez. Parce que quand vous êtes journaliste et Jules, je pense que vous avez fait cette expérience, sans doute vous aussi. Quand vous utilisez l'IA, vous êtes persuadé d'être supérieur. Vous dites, attendez, jamais il fera des phrases aussi belles, moi qui suis une amoureuse du style. Vous dites, mais quand même, j'ai une supériorité sur cette machine à la noix. Évidemment que je suis capable d'avoir des super titres, de faire des belles choses, de mettre tout mon cœur et de produire des petites œuvres. Et donc, vous vous confrontez à cette machine à la noix et vous vous rendez compte qu'elle est capable de faire mieux que vous. Et là, vous prenez une gifle. Moi, j'ai pris une gifle avec l'IA. J'ai pris une gifle, comme beaucoup de journalistes. Mais comme beaucoup de musiciens aussi, parce que vous savez que ce phénomène, il se reproduit aussi exactement de la même façon dans la musique. Chaque jour sur les plateformes Spotify, Deezer, il y a eu un article là-dessus, c'est un vrai sujet. Il y a je sais plus combien de titres de musique uniquement générés par l'IA qui sont mis en ligne sur ces plateformes. C'est une explosion, c'était un chiffre très modeste, croyez-moi. Et que les auditeurs sont incapables de faire la différence entre une musique générée par l'IA et une vraie musique, et les textes, des chanteurs et qui préfèrent même celles générées par l'IA. Une petite remarque. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont été rapatriés de Gaza et qui sont arrivés en Europe, en particulier en Belgique. Et alors, très étonnamment, ils portent des t-shirts avec des Kalachnikov, des M16 pour glorifier Dia Hamarchesh, terroriste qui a tué 5 civils en Israël. J'ai vérifié parce qu'à chaque fois, on se demande si c'est pas l'IA. Si c'est pas l'IA, eh ben non, phénomène de mode chez les Palestiniens depuis 2022 et maintenant en Europe. Donc, on a des gamins de 12 ans qui arrivent en Belgique avec un logo avec une Kalachnikov et une immense Kalachnikov dans le dos. C'est monstrueux évidemment, mais c'est pas si étonnant. Les enfants adorent la provocation, la guerre. Enfin, là, à 10 ans. C'est pas ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui fabrique les t-shirts et qui leur donne. C'est surtout ça. C'est qu'il y a une logique. Vous savez, c'est comme nous, on s'est longtemps posé la question du rapatriement des enfants dans les camps de Daesh, justement, parce qu'en fait, les lionceaux, exactement, et qui faisaient office de propagande. Vous savez, l'État islamique s'en servait. Il y avait des vidéos qui tournaient d'eux où ils avaient des Kalachnikov et autres. Et à un moment, vous savez, les experts psychiatres ont bien délimité que à partir de 8 ans, en fait, la phase de radicalisation, elle est passée. Et on a trop tendance à sous-estimer, vous savez, de dire qu'en fait, le Hamas, certains disent oui, c'est pas autant terroriste que Daesh. Non, le Hamas, c'est la même chose. Ce sont des terroristes qui ont embrigadé des générations entières. Et ces générations d'enfants qui sont radicalisés à 9-10 ans, qui ont grandi dans un univers, mais complètement à l'opposé de nos valeurs occidentales, en fait, vont poser un véritable problème dès lors qu'on va les importer en Europe. C'est la fin de cette émission. Il est 11h30. Dans un instant, on va retrouver Gilles Gansman et notre invité, Philippe Spanghero, que vous connaissez bien sur Sud Radio. On va parler rugby avec lui. À tout de suite. Sud Radio. Parlons.